Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de l'histoire du col de Dyatlov qui s'est produite en 1959. J'avais d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici en haut si jamais vous voulez aller voir des détails. Vous savez, ces 9 randonneurs soviétiques ont été confrontés à quelque chose de terrifiant qu'on ignore, qui les a poussés à fuir leur tente et à se disperser dans la nuit sous des températures glaciales, avant de finalement mourir dans d'atroces circonstances. Et notamment, ils étaient radioactifs, tout ça, je vous laisse aller voir la vidéo si jamais. Mais là, on va pas parler de ça, on va parler d'une histoire qui se rapproche un peu de ça. Parce que l'histoire de Dyatlov, elle a été un petit peu débunkée, mais il existe une autre histoire dans la même veine. Vous allez voir, c'est incroyable. Bon, pour Dyatlov, il s'avère qu'en 2021, des scientifiques suisses ont levé une partie du mystère. Ils sont allés sur place et ont étudié, et ils suggèrent qu'une combinaison de facteurs a déclenché une avalanche à retardement, qui a surpris les jeunes randonneurs durant leur sommeil, par des températures avoisinant moins 25 degrés. Mais l'incident du col de Dyatlov est loin d'être unique comme je vous l'ai dit. Il existe un autre événement tout aussi perturbant qui, là encore, a ciblé des randonneurs dans la nature sauvage de Sibérie, et plus précisément dans la région de Bouriatie. C'est au sud de la Sibérie, et cette zone en fait elle abrite une chaîne de montagnes qui s'appelle Kamar-Daban, qui est située sur des rives isolées et hostiles du lac Baïkal. Ce fameux lac Baïkal dont les Russes sont très fiers et dont on dit que l'eau est la plus pure du monde, notamment la plus transparente. Ils sont fiers de ça. En raison du paysage sauvage et protégé de toute forme de civilisation, elle est devenue une destination de randonnée appréciée des amoureux de la nature. Cependant en 93, 6 randonneurs y perdront la vie dans des conditions qui donnent plutôt froid dans le dos. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, en fait, cette tragédie, mais vraiment mystérieuse, elle apporte beaucoup de questions et très peu de réponses. Mais revenons un petit peu sur cette histoire, il faut comprendre ce qui s'est passé. Korovina, qui a 41 ans, est une instructrice de survie et guide alpiniste expérimentée. Elle est qualifiée de maître par ses collègues et ses élèves. Elle est connue pour son enseignement à la dure, qui ne ménage aucun de ses apprentis. Cette forte personnalité n'effraie absolument pas les gens et a même fait d'elle une instructrice de survie aimée et respectée de tous. Ses élèves ont déclaré qu'elle était une femme formidable et dévouée, qui leur a insufflé à avoir confiance en eux et qui leur a enseigné les connaissances essentielles de survie en environnement sauvage. Donc c'était une instructrice très forte, très dure, mais efficace. Nous sommes maintenant en 93 et cette instructrice et ses 6 apprentis vont débarquer du Kazakhstan afin de gravir la crête de montagne nommée Kamar-Daban en Sibérie. Faut savoir que cet endroit, il accueille tous les ans des milliers de randonneurs et en fait, l'instructrice, elle a préparé évidemment avec minutie cette expédition, cette randonnée. Le parcours que le groupe s'apprête à réaliser est de catégorie 4 en termes de difficulté. Donc tout ça pour dire que c'est pas quelque chose quand même de très facile qui est à la portée de tout le monde et il faut un professionnel avec soi pour aller faire ce genre de trek. Enfin, c'est recommandé, on va dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Son groupe est l'un des 3 groupes de randonneurs à prendre la route en simultané dans cette région. L'un des 2 autres groupes est dirigé par Natalia, la fille de l'instructrice. D'ailleurs, il est prévu que le groupe de l'instructrice rencontre celui de sa fille, lorsque leurs sentiers se croisent à une intersection 3 jours plus tard, soit le 5 août 93. Les apprentis de l'instructrice sont malgré leur jeune âge déjà des randonneurs aguerris, prudents et passionnés. Le groupe est constitué de Alexandre Krissine, dit Sacha, que Lyumilda, l'instructrice, considère comme son fils, il a 23 ans, Tatiana, 25 ans, Denis, 19 ans, Valentina, 17 ans, Victoria, 16 ans, et le plus jeune du groupe n'a que 15 ans, il s'appelle Timur. Les 7 membres du groupe sont ravis. La météo prévue ce 2 août 93 est d'une beauté exceptionnelle et le temps clair leur permettra de profiter des lieux. Là, ils arrivent comme ça sur les lieux pour commencer leur randonnée. Tout est beau, tout est rose, évidemment. Toutes les mauvaises histoires commencent comme ceci. Ils vont prendre le départ du village de Murino, le long de la rivière Languta, à travers le col de la porte de Languitoy. Il y a beaucoup de noms un peu compliqués, mais on fera avec. Et tout ça le long de la rivière de Baroun Choukatsuk. Puis ils vont grimper jusqu'à la plus haute montagne nommée Amar-Daban Analu, qui est à 2371 mètres d'altitude. Ensuite, ils vont longer une crête et vont se retrouver sur un plateau semencier des rivières Anig et Baïga. Ils vont traverser cette partie importante du chemin qui fait environ 70 km jusqu'à ce que leur groupe s'arrête soudainement. Le lieu où ils vont décider par la suite de monter leur camp est situé entre le sommet Alto Yagel qui est à 2204 mètres et le sommet Tristan qui lui est à 2310 mètres. Donc ils sont pas à des altitudes extrêmes, ils sont en hauteur, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mont Blanc, voilà, tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. Ce qui est un peu étrange et qui n'a pas vraiment de sens par rapport à leur arrêt, c'est que cette zone, elle est complètement nue et exposée. Donc on comprend pas trop pourquoi ils s'arrêtent ici. Il n'y a que des pierres, de l'herbe et du vent. Et en fait, normalement, dans ce genre de randonnée, les mecs, ils vont s'arrêter plutôt en lisière de forêt, près d'arbres, ça arrête le vent, ça évite peut-être les avalanches un petit peu. Et là, ils se mettent là.
au milieu de rien, il y a des pierres, on sait pas pourquoi il s'arrête là en fait. Mais on va revenir sur ce point un petit peu plus tard qui est assez important. Quoi qu'il en soit, lorsque le 5 août arrive, et que leur itinéraire de randonnée respectif devait se croiser avec la fille de l'instructrice, eh bien le groupe de l'instructrice ne viendra jamais rejoindre celui de sa fille Natalia. 5 jours plus tard, soit le 10 août 93, un groupe de kayakistes ukrainiens sur la rivière, au pied des montagnes Kamardaban, remarque quelque chose de très étrange. Émergeant des arbres qui bordaient les berges de la rivière, se trouve une jeune fille seule. Lorsque les kayakistes s'approchent pour voir si la fille allait plutôt bien, eh bien ils sont figés d'horreur. Elle est couverte de sang séché. Après avoir essayé de la réconforter, les kayakistes vont réussir à lui extirper un nom, Valentina Utoshenko. Donc là, ils vont comprendre que c'est la fille qui participait à la randonnée avec le fameux groupe, avec la guide expérimentée. Cette fille, donc Valentina, celle qui va survivre, elle va le dire aux kayakistes, les 6 autres personnes sont mortes. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, comme je vous ai dit, elle leur dit qu'elle n'est plus que la seule survivante. Mais alors, qu'est-il arrivé aux autres? En fait, les éléments chronologiques et factuels que je vais vous donner à présent sont ceux de Valentina. Donc vraiment, c'est ce que Valentina a raconté. Donc, on est obligé de se fier à ce qu'elle a dit. Et vous allez voir qu'il y a des points un peu bizarre. Mais revenons un petit peu en arrière sur les 2 premiers jours de randonnée. Et d'ailleurs, ces 2 premiers jours de randonnée vont se passer très bien, et même plus facile que prévu. Le groupe, il est très en forme physiquement, malgré la difficulté du dénivelé et de la marche forcée. Chacun passe un excellent moment en gravissant la montagne. Le 4 août, en revanche, alors qu'ils commençaient leur descente, c'est avéré que les prévisions météorologiques annoncées comme idéales étaient inexactes. Elles étaient totalement inexactes. C'est-à-dire que le temps, voilà, il a complètement changé, il devait faire beau. C'était pas le cas. Il s'avère en fait qu'un cyclone s'est abattu sur la région et les précipitations se sont montrées d'une rare violence. Du 3 au 5 août 93, dans les montagnes, il y eut de la neige, un vent violent, de la pluie, sans repos. Les randonneurs ont donc été confrontés à des intempéries féroces, en haute altitude, rendant leurs efforts physiques bien plus douloureux et difficiles, rendant également leurs affaires plus lourdes et quasi inutiles car détrempées, et altérant surtout leur forme physique. Évidemment, les mecs, ils pesaient 200 kilos, tout était plein de flotte, ils avaient froid, ils avaient faim, enfin, ils pouvaient manger, mais voilà, ils étaient gelés, trempés, donc c'était un peu compliqué. Valentina, la seule qui a été retrouvée vivante, explique à ce moment-là aux kayakistes, quand elle est retrouvée évidemment, que c'est la raison pour laquelle Lumindila, donc leur guide, a pris la décision hâtive d'installer le campement dans une zone exposée aux intempéries, en raison de l'épuisement physique général. Voilà, ils pouvaient plus avancer, donc la guide, elle a dit c'est bon, on s'arrête là, malgré qu'il n'y a rien pour se protéger. Et le groupe n'a pas réussi à allumer un feu cette nuit-là. Il y avait tellement de vent, tellement de tempêtes, c'était impossible. Mais bizarrement, en fait, ils étaient tous de bonne humeur, malgré l'épuisement total. Le lendemain matin, finalement, ils ont réussi à allumer un feu de camp, à se réchauffer un peu, puis ils ont partagé le petit déjeuner avant de reprendre le chemin. C'est ce jour-là qu'ils avaient l'intention de retrouver l'autre groupe, celui de la fille de la guide, et pensaient même pouvoir les surprendre, étant donné la rapidité avec laquelle ils avaient gravi la montagne la veille. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne vont jamais arriver à ce point. Alors il s'est passé quoi? L'autre groupe en fait qui devait arriver au point de rendez-vous, lui il arrive, il n'y a pas de problème. Sauf que là, il voit que l'autre n'est pas encore arrivé, il se pose des questions. Et du coup à ce moment-là, évidemment, Natalia elle va s'inquiéter pour sa mère. À ce moment-là, elle se dit simplement que la mauvaise météo les a retardés et elle a finalement continué sa randonnée. Donc ils les attendent pas. Ils tracent. Ils voient que ça met trop de temps. Quelques jours plus tard, les kayakistes vont trouver Valentina, comme je vous l'ai dit, couverte de sang séché. Terrorisés et à peine en capacité de s'exprimer, horrifiés par ce qu'elle a pu dire, ils vont décider de l'amener jusqu'au poste de police local, sans perdre de temps. Donc là, Valentina, la seule survivante, d'après ce qu'elle dit, monte sur les kayaks et il trace à la police. Elle va expliquer à la police qu'après avoir pris le petit déjeuner ce matin-là, leur guide a vu que la neige tombait toujours et a immédiatement compris à quel point elle menaçait le groupe fatigué et gelé. Elle a immédiatement demandé à son groupe de descendre jusqu'à la lisière de la forêt. Ils ont alors commencé à ranger leurs affaires et ils ont commencé à descendre le sentier. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout aurait basculé, d'après ce qu'elle raconte Valentina. Le matin du 5 août 93, vers 11h, le groupe a commencé sa descente. Donc après ce fameux petit déjeuner, un peu dans le froid. Puis peu de temps après, en bout de fil, Sacha, l'un des randonneurs, s'est mis à hurler. Quand tout le monde se retourna pour le regarder, il avait de la mousse aux lèvres et des écoulements de sang dans les yeux et dans les oreilles. Il s'est effondré au sol en convulsant avant de devenir totalement immobile. Vous voyez, c'est là que ça commence un petit peu à tourner au truc bizarre. Ils sont en train de marcher, ils reprennent la route pour croiser le groupe qui est avec la fille de la guide. Il y en a un qui s'effondre, il mousse, il convulse, il y a du sang partout, on comprend pas trop là, qu'est-ce qui se passe? La chef du groupe court vers lui et dit aux autres de continuer. Elle va désespérément tenter de le réveiller et se trouve dans un état de panique totale. Le plus fort et le plus expérimenté des randonneurs est mort. C'était celui qui pouvait faire le feu, couper des branches, aider à porter des objets lourds, le bras droit
de la guide. Là, ils commencent à être un peu dans la sauce parce qu'ils sont en galère, il y a une tempête, et l'un des meilleurs du groupe, et bah, il vient de canner. Bon, et on sait pas pourquoi, c'est ça qui est bizarre. Quelques secondes plus tard, les autres du groupe n'avaient pas progressé de beaucoup lorsqu'ils se sont mis à entendre de nouveaux hurlements. Ils ont couru en sens inverse et ont remarqué que c'était la guide qui présentait les mêmes symptômes que Sacha. Donc là, la guide qui était en train d'aider Sacha, qui était au sol, bah, était déjà mort. Elle se met aussi à mousser, saigner de partout, à convulser. Pourquoi? En parallèle, Denis s'est abrité derrière un rocher pendant que Timur et Victoria prenaient la fuite. Après avoir vu 3 de ses amis les plus proches mourir en quelques secondes, Valentina reste figée, terrorisée et abasourdie par la scène horrifique qui se déroule sous ses yeux. Elle voit Victoria et Timur tomber à leur tour en courant. Ils sont morts de la même manière, arrachant leurs vêtements, crachant du sang et se déchirant la gorge. Là, tu vois ça, tu te dis, mais frérot, il se passe quoi? Tu marches dans la nature, tout d'un coup, ça vomit du sang, ça pète des câbles. Il y a un truc qui va pas. On n'est pas en altitude extrême, donc un problème de pression, non, c'est pas possible. Et même, ça fait pas ça, à la limite, tu deviens aveugle, voilà, t'as les doigts qui pourrissent, bon, peut saigner un peu des tympans, éventuellement, je sais pas, mais t'étais pas là à faire des fontaines de sang, ça marche pas. À ce moment-là, Valentina et Denis, ils vont se mettre à courir très loin des lieux après avoir réalisé qu'ils étaient les derniers. Pourtant, Denis ne tarde pas à s'effondrer également violemment à son tour. Ouais, là, ils tracent parce qu'ils se disent, il y a un truc dans l'air, c'est pas possible, on se fait intoxiquer. Ils voient tout le monde tomber comme des mouches, bon, ils se barrent en courant. Sauf que Denis s'effondre. Donc à ce moment-là, il reste plus que Valentina. Et donc Valentina, elle est totalement sous le choc évidemment, elle est seule et se met à fuir et à perdre souffle. Les seules choses qu'elle a pour survivre sont une couverture isothermique, un sac de couchage et les vêtements qu'elle porte. Elle va se mettre à courir extrêmement vite dans la pente de la montagne pour s'assurer qu'elle est très loin de là où ça s'est passé, de la zone qu'elle considère comme dangereuse. Elle prend refuge pour la nuit sous des arbres et finit par s'assoupir de faiblesse. Lorsque Valentina se réveille et réalise qu'elle est toujours en vie, elle comprend qu'elle aura besoin de ressources supplémentaires pour traverser les bois. Le problème était que pour les récupérer, eh bien elle devrait retourner là-haut, là où tous ses comparses sont morts dans des circonstances très bizarres. Elle finit par arriver sur les lieux, très doucement, et elle découvre qu'aucun de ses amis n'a changé de position. Elle va commencer à rassembler les affaires dont elle a besoin, elle les pose sur leur corps, après évidemment s'être assurée qu'ils étaient tous bien morts. Voilà, elle prend leur pouls, elle vérifie, elle regarde. Dès qu'elle a récupéré toutes les affaires, évidemment, elle reprend la route le plus vite possible pour se barrer, pour rentrer, pour survivre. Après un certain temps, elle va tomber sur une tour relais abandonnée à 2310 mètres d'altitude, où elle va passer une autre nuit toute seule. Le matin, elle se dit que peut-être les câbles électriques la mèneront à des habitations. Mais les maisons vers lesquelles ces câbles sont tirés se sont révélées abandonnées. Par la suite, Valentina, elle va se rendre à une rivière en contrebas. Et c'est à la fin de la 4e journée de marche que les kayakistes la retrouvent. La police mettra plusieurs jours à rédiger un rapport, car Valentina, qui était en post-traumatique, n'était absolument pas en capacité d'expliquer ce qu'elle avait vu. Aucune recherche formelle ne sera effectuée avant le 24 août 93. Sans compter la météo évidemment exécrable qui empêche les hélicoptères de décoller avant le 21 août. Voilà, il se passe quand même quelques jours avant qu'on lance les recherches. Il faudra 2 jours aux hélicoptères, soit le 26 août 93, pour localiser les dépouilles des randonneurs. Et la scène que les secouristes trouveront est absolument terrifiante, comme ils le diront. Les autopsies vont révéler que les membres du groupe sont tous morts d'hypothermie en plein mois d'août, à l'exception de la guide décédée d'une crise cardiaque. Le pathologiste a également noté que chacun des randonneurs a les poumons meurtris, avec des œdèmes et des carences en protéines dues à la malnutrition. Ce que Valentina n'explique pas du tout, étant donné qu'il mangeait très bien selon elle. Donc en fait, ça apparaît bizarre qu'il soit malnutri, puisqu'il mangeait bien, c'était pas des gens voilà, en détresse de faim, je sais pas si ça se dit, mais... Puis quand t'es malnutri, tu fais pas de la randonnée à 2300 mètres, ça ne marche pas. Évidemment, suite à cette tragédie complètement bizarre, de nombreuses explications ont été proposées et plusieurs enquêtes ont été menées sur ce sujet, faisant même émerger des théories complotistes, voire sensationnalistes, encore pire, paranormales, mais évidemment, ça c'est des conneries. Comme nous l'apprend le principe du rasoir d'Occam, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Mais on va quand même explorer quelques hypothèses parce qu'il y en a qui sont intéressantes. La pression atmosphérique. Certaines personnes vont pointer du doigt la pression dans l'environnement qui chute et atteint des niveaux mortels, ce qui entraîne l'apparition du mal des montagnes ou encore des symptômes comme ceux cités. La quantité d'O2 diminue dans les alvéoles, la pression interne modifie les organes, cœur, estomac, poumons, etc. Ce changement entraîne des saignements, une diminution de l'oxygène dans les tissus entraîne une hypoxie. À son tour, l'hypoxie provoque un état d'euphorie, délire, hallucination, ce qui peut amener à un sentiment de peur inexplicable. Et dans cet état, une personne ne ressent pas la douleur, elle peut s'arracher les cheveux et enlever ses vêtements, sans explication, ou du moins avec l'explication du manque d'oxygène. Seulement voilà, beaucoup insistent, et notamment des scientifiques, sur le fait que à cette altitude, en fait, c'est impossible d'avoir des problèmes de pression atmosphérique seulement à 2000 mètres d'altitude, quasiment 2300. Donc à cette altitude, on peut pas avoir ce genre de phénomène. L'eau contaminée
ou des champignons. Les randonneurs ont-ils bu de l'eau contaminée? Peut-être celle du lac Baïkal? Aucune preuve n'a jamais été trouvée pour étayer cette hypothèse. D'autant qu'aucun autre groupe de randonneurs n'a vécu le même sort. D'autres ont suggéré que les randonneurs avaient mangé des champignons vénéneux, notamment pour leur petit déjeuner. Sauf que là encore, rien n'a été trouvé lors de l'autopsie. Rien sur des champignons dans leur ventre ou dans leur sang. Donc hypothèse peu possible. Une utilisation d'agents neurotoxiques soviétiques, le Novichok mortel, comme de nombreux chercheurs l'ont souligné au fil des années, les symptômes qui ont été signalés par Valentina sont compatibles avec une mort causée par des armes chimiques, en particulier par ces fameux agents neurotoxiques. Les convulsions et la mousse qui sort de la bouche sont des symptômes assez courants dans une utilisation de ce genre de toxiques. Les conclusions de l'autopsie sont également concordantes à ce niveau-là, car les ecchymoses pulmonaires peuvent être un marqueur de décès par gaz neurotoxique, car l'exposition à des agents neurotoxiques peut provoquer des difficultés respiratoires. Ils peuvent également provoquer un arrêt cardiaque, comme a eu la guide. Même s'ils ont été soumis à un gaz toxique, la cause du décès des autres randonneurs est l'hypothermie. Car en fait, ils auraient pu tout simplement tomber dans le coma à cause de ce gaz et succomber à cause du froid. Encore une fois, les autopsies n'ont rien révélé qui puisse concorder avec un gaz neurotoxique. On n'a pas trouvé ça. Alors, est-ce que les autopsies ont été un petit peu magouillées? Ça, on sait pas. Mais en fait, l'enquête la plus intéressante reste sans doute celle du journaliste et randonneur expérimenté Vladimir Jarov. 5 ans après le drame, il a décidé d'effectuer le même parcours et de se rendre sur les lieux. En gros, il dit que normalement, déjà, c'est très difficile parce que c'est très humide, donc on galère un peu. Mais là, il pleuvait, genre sa grand-mère, donc c'était quasiment impossible à faire. Est-ce que ça explique les convulsions, tout ça? Je sais pas. Il dira également cela. Par exemple, beaucoup se demandent pourquoi le groupe s'était arrêté sur la pente et n'avait pas commencé à monter jusqu'au sommet, où se trouvait d'ailleurs un abri, une plateforme spéciale pour s'arrêter. Il y avait du bois de chauffage, un endroit pour se reposer, mais ils n'y sont pas allés. Et il précise que c'est parce qu'ils se sont peut-être plantés de chemin aussi. En définitif, pour Vladimir Jarov, il s'agit d'un enchaînement de circonstances dramatiques et de coïncidences. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre résident. À commencer par le récit de Valentina. Pour rappel, elle dit avoir vu Tatiana se fracasser le crâne sur un rocher. Pourtant, rien de tel n'a été constaté à l'autopsie. Que s'est-il passé réellement? A-t-elle halluciné? Qu'a-t-elle réellement vu? À l'heure actuelle, c'est encore l'un des plus grands mystères. Personne n'arrive à expliquer ce qui s'est passé. Seule Valentina connaît peut-être la vérité. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle a complètement halluciné. Peut-être qu'il y a eu un gaz. Ou peut-être que, finalement, c'est elle qui a tué tout le monde. Mais ça, on ne le saura jamais.